faut savoir par exemple que les adolescents et les adolescentes évidemment s'informent essentiellement en dehors des grands médias, via les réseaux sociaux donc, mais aussi via ce qu'on appelle des agrégateurs de contenu, comme Google News, Snapchat par exemple, ou Update, c'est-à-dire des endroits qui rassemblent des informations pour proposer une sorte de digest, de somme, de résumé, mais sans aucune validation éditoriale, ce qui permet en général évidemment à un certain nombre de fausses informations de filtrer, de traverser en fait le filtre rédactionnel habituel que l'on rencontre dans n'importe quel type de média dit traditionnel, et donc de pouvoir être diffusé très largement. Ce que mentionnait Perla à l'instant, c'est effectivement une étude qui nous avait marqué tous, enfin à France Culture particulièrement, mais à Radio France en règle générale, une étude qui montre qu'effectivement sur Twitter, en l'occurrence une fausse information, a 70 fois plus de chances d'être relayée qu'une information vérifiée. Comment faire, du coup, quand on est un média comme France Culture, pour lutter contre ces fake news, cette ère de la désinformation? On a eu l'idée, parce que c'était une réflexion commune avec France Info, donc au printemps 2018, de lancer un format qui s'appelle donc Les idées claires et qui serait un format qui s'adapte justement à l'audience. C'était un peu une sorte de stratégie du cheval de Troie. Qu'est-ce que c'est que Les idées claires? Eh bien, c'est... Il y a deux formes. Il y a une forme, un podcast audio traditionnel qu'on peut retrouver via l'application de podcast, mais on comptait surtout sur un format vidéo, c'est-à-dire une petite vidéo de 5 minutes et quelques, où on pose une question, c'est-à-dire qu'on formule des informations, une idée reçue, une théorie du complot. Et face à cette information, on met un ou une scientifique qui n'est pas là pour dire c'est vrai, c'est faux, c'est tout sauf la volonté d'être une sorte de pravda, mais de dire au contraire, on ne peut pas dire n'importe quoi sur le réel, puisque c'est le travail des chercheuses et des chercheurs de le définir, de le parcourir, de l'expliquer. Et donc, à propos de tel ou tel sujet, qu'il s'agisse une fois de plus de théorie du complot, d'idées reçues, eh bien, il y a des gens qui travaillent pour essayer de dire quel est l'état de nos connaissances, quel est l'état des connaissances de l'humanité à propos de ce sujet. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi à propos du réel, puisqu'il y a des gens précisément qui sont là pour l'étudier, pour le décrire et pour nous aider à le comprendre. Voilà, d'où l'idée d'avoir un ou une scientifique qui atteste de ce que la science peut dire à propos d'eux. Et très vite, Les idées claires a rencontré un succès assez phénoménal, je dois dire, sur les réseaux sociaux, puisque l'idée, c'était donc de prendre ces formes de petites vidéos qui peuvent être viralisées, c'est-à-dire qui peuvent être très facilement partagées, qui sont sous-titrées, donc on n'a pas besoin d'avoir le son, on peut tout de suite les lire, on peut très vite rentrer dans la vidéo, et donc ça prend la forme de ces vidéos qui sont partagées de type, vous connaissez peut-être Combini, Brut, etc., qui sont des petits formats qui se consomment rapidement et qui ont pour objectif de redonner un socle argumentaire, c'est-à-dire de faire, alors c'est un très très vilain terme que je nierais avoir utilisé devant un tribunal, mais pour faire en quelque sorte de la réinformation, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire de redonner encore une fois un socle argumentaire pour lutter contre la désinformation. Je vous donne quelques notions, alors ça va certainement vous amuser, parce que la vidéo qui a le plus marché, à la surprise collective, c'est une vidéo qui explique si le moteur à eau fonctionne, parce qu'on voit régulièrement, même sur les chaînes du service public, des reportages qui montrent un agriculteur qui met de l'eau dans son tracteur et d'un seul coup ça marche. Mais en fait non, ça ne marche pas, c'est une arnaque. 2 millions de vues tout de même pour cette vidéo-là. La France est-elle trop généreuse avec ses chômeurs? 1,5 million. Le racisme anti-blanc existe-t-il? 1,3 million. L'homosexualité est-elle un choix? 900 000. Existe-t-il un complot juif? 900 000, etc., etc. Donc on arrive quand même à des volumes de visionnage qui sont relativement importants, et avec un retour qui a été un retour pour nous essentiel, c'est celui des enseignants de lycée qui nous ont très vite envoyé des messages pour nous demander s'ils pouvaient utiliser ces vidéos pour diffuser auprès de leurs élèves, et de s'en servir comme matériau pédagogique, parce que précisément ça permet de redonner un socle argumentaire et d'engager à nouveau une discussion sur ce qu'est la vérité, comment et en quel type de parole on peut avoir confiance. Et on a visé donc relativement juste, puisque suite à ces mails d'enseignants de lycée, nous avons organisé une journée spéciale au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Le studio était rempli de lycéens, il y avait des classes de Paris et de la région parisienne, et on avait organisé un petit dispositif qui était le suivant. On donnait un boîtier en fait aux lycéens avec 4 boutons à presser. Je posais la question telle qu'elle était formulée dans Les idées claires. Je demandais aux lycéens de voter pour savoir s'ils étaient tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec la proposition qui était formulée.
On regardait le résultat des votes et puis j'engageais la discussion avec eux pour essayer de comprendre voilà, quelles étaient les positions, notamment les positions des lycéennes et des lycéens qui souscrivaient à la théorie du complot, à la désinformation. Puis on regardait les idées claires et après la vidéo, on réengageait la discussion pour voir si le fait d'avoir vu ces images et d'avoir entendu ces discours de scientifiques changeait un peu leur appréhension du réel. Et bien du coup, je vous ai amené quelques extraits des échanges qu'il y a pu avoir au cours de cette session au Studio 104. Vous allez voir, ils sont assez intéressants sur les rapports de ces adolescentes et ces adolescents à l'information, à la désinformation et à la confiance que l'on peut faire aux personnes qui sont détentrices du savoir. Première vidéo, première question. La question était: l'immigration est-elle une menace pour la démographie française ? C'était intéressant parce que, comme je vous le disais, c'était des classes de tout Paris et notamment avec un certain nombre de classes des banlieues nord. Et le résultat était, comme souvent d'ailleurs au cours de cette heure, assez surprenant. C'est-à-dire que plus d'un tiers de la salle avait voté oui, tout à fait, ou plutôt oui. Un tiers de la salle des lycéens donc, qui souscrit à l'idée que l'immigration est une menace pour la démographie française. Et ça a donné lieu à cet échange entre deux lycéens que je vais vous faire écouter tout de suite. Bonjour jeune homme. Bonjour. Moi j'ai mis plutôt oui, mais en fait je corrige parce que c'est pas une menace en soi. Moi quand je voulais mettre oui, dans le sens que la démographie, si la population elle augmente réellement, on va se retrouver avec un problème parce que déjà ça va augmenter le chômage, il y aura pas du travail pour tout le monde, le logement, etc. Donc c'est un problème par rapport à la démographie. Après une menace en soi, le terme non, c'est exagéré pour la réponse oui. D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, ça voudrait dire que ça augmenterait la population, et donc s'il y a trop de population... Après, on ne peut pas répondre aux demandes de la population. Si on devient trop nombreux à l'intérieur des frontières de la France. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre à ça? Par ici. Ici. Jeune homme, bonjour. Moi j'ai mis 4. Pourquoi? Déjà, s'il y a de l'immigration en France, c'est que la France elle est liée à l'immigration, donc c'est son histoire. Deuxièmement, le travail, comme tu as dit tout à l'heure, toi et ton camarade, il y a du travail pour tout le monde. Il faut arrêter de dire que c'est à cause de l'immigration qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a du chômage. Tout le monde est au chômage. Donc s'il y a du chômage, c'est les immigrés et ceux qui habitent en France. Et deuxièmement, en France, s'il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas la France. La France, elle est liée à l'immigration. Merci. Moi déjà pour te répondre, mon père il est algérien, c'est un réfugié politique. Donc la question c'est pas est-ce que l'immigration ou pas l'immigration, la question c'est de répondre à cette immigration, parce que les gens s'ils quittent leur pays c'est qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Donc il faut régler les problèmes dans leur pays et pas que tout le monde vienne et se concentre dans une zone. Parce que réellement, si on parle clairement, il n'y aura pas des emplois pour tout le monde, il n'y aura pas des logements pour tout le monde s'il y a une concentration de population et qu'il n'y a pas l'offre nécessaire à la demande. Donc réellement, il faut être réaliste. Voilà. Voilà pourquoi je vous ai amené cet échange, parce qu'il est intéressant à mon avis à 2 points. Déjà pour entendre les germes de ce que j'appellerais une pensée contrefactuelle, mais surtout une notion qui est importante et qui est vraiment très très importante dans le rapport de ces adolescents à la vérité et à la confiance qu'ils peuvent avoir dans les personnes qui l'énoncent, c'est l'adhésion de la collectivité. Vous avez entendu des applaudissements à un moment donné, vous allez voir, je vais revenir tout à l'heure, il me semble que c'est vraiment un point essentiel. D'une part, qu'est-ce qu'on entend? On entend un lycéen qui est issu de l'immigration et qui a intégré complètement le discours politique d'une partie de la droite et de l'extrême droite, avec une confusion entre causalité et conséquence et entre l'immigration, une corrélation entre l'immigration et le chômage et le manque de logement. Qui l'a intégré, et c'est ça qui est important, à tel point que lui-même étant fils d'immigrés, il a le courage, ça n'est pas rien, de prendre la parole en public pour défendre une idée qui est très largement en tout cas minoritaire ou qui a du mal à être exprimée face à la collectivité. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la puissance de conviction des messages politiques simplifiés et portés depuis 40 ans par l'extrême droite et la façon dont ces messages ont pénétré le corps social jusqu'à atteindre les personnes mêmes qui sont désignées par cette rhétorique de bouc émissaire. Et ça dit autre chose, à mon avis, de très important, qui est très bien expliqué d'ailleurs par les travaux de Gilles Sahu et Sylvie Francisco, qui ont écrit un papier passionnant qui s'appelle « Des adolescents face aux fake news, représentation et connaissance d'un risque informationnel ». Ça dit la notion de bénéfice-coût mise en regard avec le positionnement social. C'est-à-dire, il y a 2 mouvements. Il y a dans le sens du renforcement d'une part. Je crois cela parce que, et même si l'information est fausse, parce que mon collectif la tient pour vrai, le collectif qui est évidemment essentiel à l'adolescence, ou le fait de la tenir pour vrai me met en valeur vis-à-vis de mon collectif. C'est l'adolescent qui se fait applaudir, par exemple.
Donc cette information, en l'occurrence pas fausse, mais en tout cas elle est importante dans le sens où elle me place moi dans une position de force, de détenteur d'un réel qui n'est pas celui de tous, mais sa détention me donne un surplomb social, d'une part. Ou à l'inverse, comme dans le cas du garçon qui parlait au début et à la fin, je suis détenteur d'une information ou d'une opinion, en l'occurrence, qui n'est pas majoritaire, et de facto, défendre cette information vis-à-vis du groupe me place dans une position d'outsider, d'avoir raison contre, et donc, malgré la mise au banc sociale, me place dans un rôle social du rebelle, de celui qui a raison, du seul contre tous, qui est un rôle, un statut qu'on peut retrouver ou que je pourrais qualifier avec un clin d'œil et un peu de malice comme une position zémourienne, c'est-à-dire de dire je défends des opinions qui sont malgré tout relativement relayées, relativement partagées, mais en me mettant dans la position du rebelle et de celui qu'on essaie de faire taire alors qu'on n'entend que moi. Tout cela pour dire que ce qui importe dans ce contexte, et à l'adolescence en particulier, ce n'est plus tant la véracité de l'information qu'on véhicule, mais son rôle social contextuel, c'est-à-dire la position que cette information, quelle qu'elle soit, vraie ou fausse, me permet de tenir vis-à-vis du collectif qui est le mien, ma classe, mes amis, mais aussi l'autorité, les parents, les professeurs et in fine, évidemment, les journalistes. Je vous ai apporté un autre extrait qui vient justement confirmer ce lien, du coup, et peut-être clouter un peu cet argumentaire entre les fake news et la place dans le collectif. C'était autour de la question du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre sont-ils un complot des services secrets américains ? L'âge des lycéens dans la salle, ils avaient tous, soit ils n'étaient pas nés en 2001, soit ils étaient vraiment trop jeunes pour se souvenir des attentats. Et quand on leur demande donc s'ils pensent que c'est un complot, on arrive à 2/3 de la salle qui votent oui plutôt ou oui tout à fait. Donc 2/3 des lycéens qui sont convaincus que le 11 septembre est un complot. Et il va se passer deux choses intéressantes au moment de la diffusion des idées claires qui donc rappellent que le 11 septembre n'est pas un complot, qu'il n'y a pas de version officielle. Parler de version officielle, c'est sous-entendre qu'il y a une version officieuse, mais qu'il y a des faits établis, que le 11 septembre est l'événement le plus documenté de l'histoire de l'humanité, qu'il n'y a pas de doute sur la façon dont les événements se sont déroulés. Et donc il se passe deux choses. La première, c'est qu'au début des idées claires, il y a toujours un medley, c'est-à-dire un petit montage de 3 bouts de discours publics qui attestent de la fake news, donc là en l'occurrence des gens qui défendaient l'idée du complot du 11 septembre. Et donc dans ce medley, dans ce petit montage, il y avait un extrait de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui dit, texto, « On nous montre un trou de 6 mètres de diamètre et il n'y a ni moteur, ni carlingue, ni siège, ni queue d'appareil, ni rien du tout, alors on se moque de nous ». En parlant évidemment de l'attentat sur le Pentagone. Et au moment où l'extrait de Jean-Marie Le Pen est diffusé, alors que 2/3 de la salle donc, pensent finalement la même chose que Jean-Marie Le Pen, puisqu'ils pensent que c'est un complot, eh bien Jean-Marie Le Pen est copieusement sifflé. C'est intéressant parce que d'un seul coup, ça les pousse à réfléchir à qui a intérêt à. Qui a intérêt à distordre la réalité ? Qui est derrière les fake news ? Qui a intérêt à vous faire penser contre bien l'ensemble de la société, contre les historiens, contre les journalistes, contre la connaissance scientifique. Ça, c'est une chose. Et c'était intéressant parce que vraiment, j'avais l'impression de sortir un lapin de mon chapeau. Quand je leur expliquais qu'il y avait des gens qui manipulaient l'information, qui avaient intérêt à manipuler l'information, ils avaient l'air de tomber des nues. Et autre chose intéressant, vous allez l'entendre, c'est l'extrême confusion entre cause et conséquence, avec une fois de plus ce lien, vous allez le voir, avec la validation par la collectivité, dans cet échange que j'ai eu avec une lycéenne qui d'un seul coup, vous allez voir, est assez bravache et a essayé de me tenir tête, enfin m'a tenu tête d'ailleurs en public, ce qui donne lieu à cet échange intéressant que voilà. Mademoiselle, mademoiselle là-haut, du coup. Pour moi, c'était juste pour justifier en fait leur meurtre dans les pays étrangers, comme par exemple en Afghanistan ou encore en Irak. L'Afghanistan, c'est après les attentats. Comment est-ce que vous voulez justifier en amont quelque chose qui va se produire après ? C'est pas possible. Parce qu'on a attaqué leur pays, on va attaquer leur pays à eux aussi. Et je sais pas si vous comprenez en fait. C'est comme à la guerre, oui. Par exemple, Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis... quel est l'intérêt qu'avec les États-Unis à attaquer l'Afghanistan, par exemple ? Écoutez d'abord, s'il vous plaît, monsieur. Je vous écoute. Non mais... J'essaie de vous faire clarifier votre propos. Oui. Par exemple, l'attaque de Pearl Harbor a incité les États-Unis à entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Pour eux, c'était justement pour entrer en Seconde Guerre mondiale. C'est la même chose.
on a attaqué leur pays, donc justement, on va aller attaquer un autre pays qui nous a attaqués, justement. Je sais pas si vous comprenez. Je vois bien ce que vous dites, mais je comprends pas. Et du coup, parce qu'ils voulaient attaquer l'Afghanistan, et du coup, pour justifier l'Afghanistan, ils auraient organisé les attentats du 11 septembre. C'est ça que vous êtes en train de dire? Bah voilà. Oui. Donc ça veut dire que Pearl Harbor, c'était un complot aussi? Non, je vous montrer un petit peu pour vous expliquer. Quel intérêt ils avaient à attaquer l'Afghanistan? Est-ce qu'ils ont envahi l'Afghanistan, par exemple? La question, elle n'est pas posée à moi, justement. Moi, je vous la pose. Parce que s'il y a une guerre, c'est qu'il y a un intérêt. C'est un complot politique. Vous le démontrez pas, en fait. Je peux pas savoir, justement, j'étais pas née. Il faut le savoir. C'est juste par rapport à ce que j'ai écouté. Sur quoi vous fondez votre opinion? Sur quoi vous fondez votre opinion, du coup? Qu'est-ce qui emporte votre conviction là-dessus? Que je ne vois pas comment un pays voudrait attaquer un autre pays juste comme ça, en fait. Quel besoin, alors, à ce moment-là, ils avaient d'attaquer l'Afghanistan? Pourquoi faire? Pourquoi C'est quoi l'objectif? Pourquoi Al-Qaïda voudrait attaquer les États-Unis? Ouais, ça, il y a plein de raisons pour le coup. Voilà. Ça, il y a plein de raisons pour qu'Al-Qaïda voulait attaquer les États-Unis. Plein de raisons. Mais pourquoi les États-Unis? Ce que je comprends pas dans votre logique, c'est quel était l'intérêt des États-Unis à attaquer l'Afghanistan? Un intérêt politique. Pourquoi faire? Ils ont envahi l'Afghanistan? Ils ont mis un gouvernement à la tête de l'Afghanistan? On ne sait pas, justement. Si, on sait tout à fait quel est le gouvernement qui est à la tête de l'Afghanistan en ce moment. C'est pas un gouvernement américain. Pas tant que ça, monsieur. Il y avait des conflits, justement, à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous connaissez le printemps arabe. C'est un peu. Si vous cherchez, vu que vous connaissez, vous pouvez comprendre un petit peu l'intérêt des États-Unis. Je vois toujours pas. Je vois pas vous êtes en train de mélanger beaucoup de choses très très différentes. Hein. Vous les mélangez aussi. Voilà, je vais me dépêcher parce que j'arrive au bout de mon temps, mais en 2 mots, c'est intéressant parce qu'on pourrait passer 1 heure entière à décortiquer ces 2 minutes et l'accumulation des biais cognitifs dans le raisonnement. Il y a tout, des biais de confirmation, faux rapprochement historique, méconnaissance géopolitique, refuge derrière le prétexte d'ignorance, fausse corrélation, ça fait un paquet, mais ça montre à quel point, vous entendez, ce qui tient la conviction chez cette adolescence, ça n'est plus l'examen d'éléments rationnels d'information, mais la puissance de la conviction du groupe, c'est-à-dire que d'un seul coup, le confort intellectuel qu'offre la position à la fois de doute par rapport à la nature des faits, mais aussi d'un doute très largement soutenu, relayé par le collectif, plus la position d'outsider, c'est-à-dire ce qu'on expliquait dans la position du rebelle qu'on entendait tout à l'heure, celle de la certitude collective contre le monde des adultes, contre le monde, contre moi en fait, qui d'un seul coup devenait un enjeu de lutte entre cette jeune fille et moi-même. Et pour conclure, on entend bien celui de la position de défi vis-à-vis de l'autorité. Pourquoi est-ce qu'elle insiste finalement à ce point-là? Parce que sa prise de parole lui donne un rôle social, un rôle de défi, tenir tête à l'autorité que je représente à ce moment-là, qui est la même que celle, les médias, les professeurs, les parents, etc., et qui lui confère, en relayant une fake news majoritairement partagée, un rôle de leader qui lui donne du crédit social. Voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. Pourquoi, à un moment donné, le processus de vérification de l'information ne se fait pas ou ne se fait plus? C'est parce qu'il faut absolument penser justement l'importance de la force de conviction vis-à-vis du récit collectif, du positionnement collectif qu'instaure en fait la diffusion de ces fausses informations. Et c'est là-dedans qu'on a tous finalement un rôle à jouer, en comprenant non plus uniquement en essayant de détricoter point par point un argumentaire qui serait finalement assez simple à détricoter parce que en utilisant finalement une approche stricto-sensu-rationnelle, mais en comprendre qu'il y a une boucle vertueuse à aller chercher en entrant par des moyens, par un média, c'est-à-dire les réseaux sociaux, en élargissant le public et en ouvrant la discussion pour permettre à ces adolescents finalement de déconstruire, non pas uniquement juste par le prisme rationnel, mais aussi par le prisme social, la diffusion de ces fausses informations, et donc de pouvoir leur redonner confiance dans le discours scientifique, dans le discours objectivé, dans le discours médiatique, et donc dans le discours derrière professoral et celui de l'autorité en règle générale. Donc, je vous remercie. Formidable.